Vostra. On se rend bien compte que le modèle d'audience majoritaire ne suffit plus à faire vivre la presse en réalité. Même quand on a des dizaines de millions de visiteurs et de visites de sessions, c'est pas suffisant. C'est pour ça que tout le monde se précipite sur le modèle d'abonnement qui sécurise des revenus et permet de vivre. Et en plus, on voit en parallèle le problème des charges. Indépendamment de ça, il faut aussi baisser ses charges pour pouvoir tenir. Donc tout ça est lié en grande partie au business publicitaire qui se porte pas très bien et qui sert les intérêts des géants du numérique, comme toujours. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Pastille Actu aujourd'hui et dans un format un peu spécial. J'ai l'impression qu'à chaque fois je dis que c'est un format un peu spécial, mais c'est vrai, on teste pas mal de trucs. Je suis aujourd'hui avec deux chroniqueurs de l'équipe Mediarama chez Cosa Vostra. Donc je suis ravi de faire ce format avec vous, messieurs. Bonjour Robin, bonjour Cyril. Salut François. Hello tout le monde. Donc Robin Optaz qui est dans l'équipe consultant média et Cyril Franck que vous avez déjà entendu à ce micro sur des pastilles actu notamment. Voilà, ravi de faire cette pastille actu, la première de mars avec vous dans un programme qui est ma foi chargé. Dans la préparant, je me disais qu'il ne se passait pas grand chose et puis au final on trouve toujours pas mal d'infos. Alors au sommet rapidement de cette pastille actu, quelques mauvaises nouvelles. Il y a eu quelques fermetures de médias, on en parlera peut-être un peu dans le détail. Euronews, Vice France, Le Dranche. Voilà, donc ça reste un secteur compliqué, on essaiera de revenir dessus pour voir si on a des raisons, des tenants et aboutissants de ces fermetures. Mais il y a aussi eu des lancements, on en a parlé la semaine dernière à Mediarama, Harper's Bazaar notamment. On va parler d'un article du Monde qui revient un petit peu sur le marché de la presse justement et notamment des magazines, des hebdomadaires, donc plutôt intéressant. On va parler d'IA. Pas mal d'IA, c'est le grand sujet de ce début d'année 2023 et donc chez Axel Springer, au Financial Times, il y aura pas mal de choses. On va parler aussi d'algorithmes avec un article de Mathieu Deslandes de la Revue des médias pour l'algorithme de recommandation de Radio France. Et puis on reviendra sur une proposition de Cyril sur les super diffuseurs de désinformation sur Twitter, programme chargé. Mais tout de suite, pour commencer, voilà les mauvaises nouvelles. Alors j'aime pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais c'est la réalité du marché des médias. On a eu coup sur coup en quasiment une semaine les annonces de fermeture ou en tout cas de réduction d'effectifs dans le cas d'Euronews. Euronews, je crois qu'ils ont annoncé, confirme-moi peut-être le chiffre, mais je crois quelque chose comme 200 départs. C'est ça, 200, j'allais te reprendre parce que du coup, le Euronews ne ferme pas. Mais... Ne ferme pas ses portes, j'ai réalisé en disant, c'est pas une fermeture effectivement. C'est plutôt une délocalisation parce qu'ils vont s'implanter dans les capitales européennes, en particulier à Bruxelles. Mais c'est quand même, dans un sens, un peu la fermeture du média tel qu'il était à Lyon jusqu'à aujourd'hui. Donc ouais, suppression de postes pour une grande partie des équipes de journalistes où en France, il n'y aura plus que 3 langues normalement. À Lyon et toutes les autres rentrent. Sachant qu'ils en traitaient, alors toi t'en parles effectivement, tu as fait un stage, un fellowship là-bas, c'est ça? C'est ça, donc j'ai fait le Google News Initiative Fellowship dans l'équipe de Thomas Sema, donc équipe plutôt transverse et stratégique au sein du groupe. Et oui, c'est vraiment un bouillon de culture, c'est un melting pot, mais il y a une douzaine de langues différentes sur place. Et du coup, c'est drôle de se dire quand même, et assez triste de se dire que dans moins d'un an, il n'y aura plus que 3 langues, dont le français. Donc, plus que 2 langues étrangères. Voilà, donc c'est beaucoup de délocalisation. Ça va être un peu compliqué, effectivement. C'était le siège qui était à Lyon, le siège social. Ouais, tout à fait.
Voilà, donc Euronews, modèle un peu compliqué. Dans les aussi, alors fermeture, en tout cas du bureau français, c'est Vice France, hein, on en a pas mal parlé. Alors ça date de la semaine dernière. Le bureau français ferme, voilà, sur fond de modèle de marché publicitaire forcément un peu compliqué. Et puis un peu réorganisation aux US. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette news, Cyril, toi, si ça t'a marqué. Alors Vice, on en parlait un petit peu moins ces derniers temps, mais c'est quand même une marque qui a cartonné Ouais. sur les millennials, qui avait inventé un peu un format d'investigation, un peu trash parfois, mais gros succès, grosse marque. Et là, le bureau français qui ferme tout simplement. Ouais, c'est assez triste aussi. Et ça fait partie un peu des surprises, je dirais, des géants dont on parlait depuis plusieurs années comme étant vraiment un succès, notamment d'audience. Et c'est peut-être ça justement le problème, c'est qu'on se rend bien compte que l'audience, le modèle d'audience majoritaire ne suffit plus à faire vivre la presse en réalité. Quand même, quand on a des dizaines de millions de visiteurs et de visites de sessions à l'échelle d'un groupe comme Vice, c'est pas suffisant. Et on l'avait vu déjà précédemment avec BuzzFeed, dont le modèle d'audience pure ne suffisait plus à le faire vivre. Donc, c'est un peu ça, pour moi, une des leçons, c'est que même quand on a affaire à des géants comme ça, le modèle d'audience pur ne convient pas, mais même globalement, c'est pour ça que tout le monde se précipite sur le modèle d'abonnement qui sécurise des revenus et permet de vivre. Et en plus, on voit en parallèle le problème des charges. Indépendamment de ça, il faut aussi baisser ses charges pour pouvoir tenir. Donc, tout ça est lié en grande partie au business publicitaire qui ne se porte pas très bien et qui surtout sert les intérêts des géants du numérique, comme toujours. Exactement. Et voilà, après, on sait qu'il y avait eu aussi des histoires de un peu d'ambiance compliquée chez Vice. Je ne sais pas si ça a eu un impact sur les audiences, mais je sais qu'ils avaient été un peu pris dans la tourmente. Et comme je le disais, c'est absolument pas que la France, hein. La dirigeante de Vice Media au niveau monde, l'américaine Nancy Dubuc, qui est donc démissionnée, et la fermeture du bureau français est venue dans les jours qui suivent. Donc un peu un échec au niveau de Vice, et après 15 ans. Donc voilà, reste la question de ce qui va se passer pour le contenu, le site, etc. En tout cas, voilà, ça va être un peu fermeture précipitée, un peu dans la confusion. Je lisais sur un article du Huffington Post de ce bureau français. Et puis la dernière, alors là pour le coup c'est vraiment l'arrêt total et ça faisait vraiment mal au cœur, c'est le Dranche. On avait effectivement, vous avez reçu à ce micro avec Florent pour parler du Dranche. C'était d'ailleurs des super épisodes de Mediarama. C'est un projet qu'on avait suivi depuis le début. Donc une vraie tristesse de voir s'arrêter un titre comme ça qui apportait quand même, je trouve, beaucoup dans ce qu'il avait trouvé, voilà, un point sur ce débat d'idées, et puis aider les gens à se forger une opinion et puis la confronter, donner des arguments. C'était un super concept. Ils avaient fait un partenariat avec Ouest France, mais voilà, ça n'a pas suffi. Ils avaient un modèle gratuit avec du papier. Voilà, donc on sait, c'est compliqué, le coût du papier, la diffusion d'informations, la publicité, vraiment que des feux rouges. Donc fin d'aventure pour le Dranche. Je sais pas si ça vous a fait réagir, si Ouais, pour moi, c'est un très mauvais signal. Le Drinch, pareil, je le suivais depuis le début. J'avais trouvé l'idée extrêmement intéressante, notamment pour retisser un lien avec le lecteur. Ça me semblait tout à fait malin de se mettre au niveau du lecteur et pas de façon descendante. On parle de perte de confiance systématiquement dans toutes les études. Voilà, ça c'était une des réponses à ce problème de lien et de confiance vis-à-vis de l'audience, parce qu'il permettait à chacun de s'exprimer, donc c'était participatif et en même temps c'était bien modéré, c'est-à-dire que la discussion était bien organisée, elle était tempérée à la fois par des experts et en même temps modérée par vraiment des modérateurs, et puis avec des sources complémentaires. Il y avait vraiment un vrai travail éditorial intéressant pour enrichir la discussion et pas simplement la laisser dériver comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Donc ce genre de brique-là de contenu fait défaut aux médias aujourd'hui. C'est triste que finalement, presque on pourrait se dire, Ouest France ou d'autres groupes n'aient pas
compris l'intérêt pour investir dans ce genre de contenu et aller un peu plus loin parce que, alors peut-être, je ne suis pas dans le détail des raisons pour lesquelles ça a fermé, peut-être qu'ils voulaient rester indépendants, et bon, peu importe l'histoire du Dranche, mais en réalité, cette brique-là, elle est nécessaire pour les médias qui veulent se tourner vers un public, d'abord retrouver la confiance des lecteurs et en particulier se tourner vers un public plus jeune. Qui ne peut plus accepter ce mode descendant de l'information, et on le voit dans les études. Donc ouais, je trouve ça dommage, à la fois pour le Dranche, bien sûr, qu'on aime bien, mais aussi en général comme signal à l'ensemble des médias, quoi. Et c'est vrai que de plus en plus de médias se mettent sur des formats vraiment à plusieurs points de vue, plusieurs éclairages différents, et puis à ouvrir leur espace commentaire, à trouver des solutions qui sont un peu pas trop gourmandes en ressources du côté de la rédaction en termes de modération, mais des outils qui permettent vraiment aux lecteurs de réagir et d'avoir des avis constructifs. Mais je pense notamment à Logora ou Choral qu'utilise France Info. C'est toutes des solutions qui permettent de modérer un peu automatiquement avec l'intelligence artificielle, et puis de récompenser aussi et de gamifier un peu le jeu des commentaires et de récompenser les bons élèves en quelque sorte. Et c'est aussi, comme tu dis Cyril, mais c'est recherché dans le sens où on fuit aussi peut-être les endroits où il y a initialement ces espaces commentaires, mais les réseaux sociaux où il y a peut-être des débats un peu trop enflammés ou en tout cas pas assez constructifs avec des trolls ou juste des personnes qui sont là pour se friter, quoi. Donc, est-ce qu'il va y avoir un retour à terme de l'espace commentaire sur les médias? Je ne sais pas. Mais il y a de plus en plus de signaux faibles, quoi. Qui le montre et que ça revient, effectivement. Et ça, moi, je le pousse et je l'appelle de mes voeux. C'est toujours plus intéressant, ce côté, effectivement, un peu ensemble, où on peut discuter, on peut partager, on peut échanger. Voilà, donc c'était un des beaux points de départ du Dranche, malheureusement. Clap de fin. Bravo à Florent, son équipe, pour ce beau projet. Et c'est encore d'autant plus triste que vraiment tout le monde pense et disait que c'était un projet fantastique, mais ça suffit pas. Il y a la réalité économique qui est passée par là. Et d'un peu, toujours pour continuer dans cette analyse du marché des médias, donc cet article du Monde sur les hebdos, les newsmag, qui part des chiffres de diffusion de la CPM, qui nous indique que sur l'année 2022, 2,7 milliards d'exemplaires ont été diffusés dans la presse, ce qui est quasiment 10% de moins qu'en 2021, où il y avait eu 3 milliards d'exemplaires. Et dans le détail, en regardant un peu le détail, le Monde, voilà, indique que cette famille de presse, de la presse magazine, est un peu en retard dans sa transition du numérique. Alors, j'ai 2 chiffres qui sont intéressants pour illustrer ça. La presse quotidienne nationale a réussi, grosso modo, sa transition vers le numérique. Il y a 68% des abonnements de la presse quotidienne nationale qui sont des abonnements numériques, alors que dans la presse magazine, on n'en est qu'à 21%. Donc, les abonnements purs numériques ne représentent, par exemple, pour Le Point, que 20%. Or, ça fait quand même plusieurs années que ces titres qui ont quand même encore les moyens d'investir ont une certaine maturité, ont avancé, ont investi. Donc, c'est compliqué, les résultats sont pas forcément là. Je ne sais pas si vous avez vu cet article, si par rapport à cette famille de presse, des newsmag, des hebdos, vous pensez qu'il y a un problème, parce que c'est quand même encore une fois, je vous dis, c'est des titres, on parle du Point, on parle de l'Express, on parle de Marianne, c'est quand même des titres qui ont des bons actionnaires, donc ils ont les moyens d'investir, c'est pas des nouveaux venus qui manquent de moyens. Oui, alors les chiffres sont toujours un peu étonnants, enfin parfois un peu trompeurs. 68% en fait de la part des abonnements numériques pour la presse quotidienne, c'est essentiellement 2 titres, Le Monde et Le Figaro. Faut le rappeler. Il faut le rappeler. C'est beaucoup lié au Monde, d'ailleurs, au succès du Monde, et ça rejoint la problématique globale sur les abonnements numériques en presse, qui est la prime au plus gros. On voit très bien la disproportion entre les abonnés numériques du Monde versus tous les autres. Et Figaro s'en sort pas trop mal un peu derrière. Puis ensuite, derrière, on a effectivement, je crois que c'est Ouest France, qui s'en sort pas trop mal en presse quotidienne, mais pas nationale, il est en régional, mais en tout cas en presse quotidienne. Ouais. Les autres sont très loin derrière. Donc Libération, La Croix sont très loin derrière, l'Humanité, ça n'a plus aucun rapport. Donc il y a vraiment the winner takes all, la règle du plus gros qui prend l'essentiel et qui fonctionne en information généraliste. C'est surtout ça qu'il faut bien noter. Donc les magazines de news, les newsmag,
ont cette difficulté d'être plus petits en volume de production de contenu. Il faut bien penser que la taille des rédactions n'a rien à voir pour un prix qui est à peu près similaire. Quand vous avez 10 euros l'abonnement pour Le Monde, vous avez un service qui est incomparablement plus gros, plus important, plus diversifié que pour n'importe quel autre newsmag. Donc il y a quand même une disproportion énorme qui favorise les géants. Le Ouest France fait partie de ces géants, justement, parce qu'ils ont une production extrêmement importante. C'est plus dur pour les plus petits et ça pose aussi la question de la temporalité, puisque les newsmags sont entre les deux temporalités. L'hebdo se pose la question de l'hebdo. C'est exactement ça. Quand tu dis les deux temporalités qui émergent, c'est le quotidien, le temps réel en fait, même plus que le quotidien. Ouais. Le temps réel et le mensuel, beaucoup plus froid, beaucoup plus analytique, etc. Quelle place pour l'hebdo? Exactement. L'hebdo, c'est un vrai sujet parce que il faut trouver des sujets qui tiennent la semaine, donc des sujets tièdes, et l'époque n'est pas au tiède. On va dire les choses clairement. On est plutôt, on le voit d'ailleurs dans les magazines qui finalement s'en sortent pas trop mal ces dernières années. Je pense à Marianne en Newsmag, qui va vers une politisation beaucoup plus importante, donc une polarisation beaucoup plus importante. C'est une des clés pour émerger et avoir une chance de s'en sortir, donc avoir un ton, une émergence. Donc tout ce qui est tiède, à la fois sur la temporalité, mais sur le ton aussi, ça ne sert pas les dessins des abonnements. Soyons très clairs là-dessus. Comment dirais-je, lecteurs ne cessent de parler d'objectivité, de neutralité, de distance, mais la réalité, c'est que quand on est dans ces genres de lignes éditoriales, ça se vend moins. Donc voilà, ça milite, entre guillemets, d'un point de vue business, pour une forme de polarisation et politisation des newsmags, ce qui n'est pas forcément leur culture initiale, d'une part, et d'autre part, c'est vrai que la temporalité de la semaine, de l'information qui doit tenir une semaine, c'est compliqué. Et donc, pour lutter contre ça, effectivement, quelques artifices, en tout cas, l'Express, il y a tout un focus qui est fait sur l'Express, qui a été repris donc, par Alain Veil, qui veut en faire un peu l'équivalent de The Economist. La partie lifestyle du magazine qui a été supprimée, pagination allégée, moins de photos, plus de contenu. Voilà. Est-ce que ça suffit pour autant? Je ne sais pas, toi, Robin, si tu as un peu une vision, un sentiment par rapport à ces newsmags, leur place dans le paysage. C'est vrai que ce que tu disais, Cyril, sur la temporalité entre quotidien et mensuel, en fait, je reviens sur le chiffre où la presse quotidienne a 68% de ses abonnements qui sont numériques, alors que magazine, on n'est qu'à 21%. Il y a peut-être aussi une question d'usage, mais cette migration vers le digital elle a peut-être moins de sens, ou en tout cas plus de résistance du côté de la presse magazine, puisqu'on est sur un temps long, on est sur aussi un objet plus esthétique, plus beau. On parle aussi de plus en plus, mais de faire un produit de qualité. Il y a les MOOC un peu premium qu'on met en coin de table, quoi, et qu'on dévore petit à petit et pas au jour le jour. Donc c'était juste pour ajouter sur cette transition print digital un peu plus lente côté magazine, mais peut-être aussi un peu plus normale, quoi. Oui, tu as raison. C'est une bonne réflexion de se dire qu'ils avaient moins intérêt à le faire aussi parce que le papier se vendait plutôt pas trop mal. Jusque-là, effectivement, sur un certain nombre de titres, en tout cas, oui, c'est vrai. C'est effectivement souvent l'urgence qui fait réagir. Là, en tout cas, elle y est. On sent quand même que c'est le feu et qu'il faut réagir. Donc, pareil, à suivre. En tout cas, aussi petit point, je parle souvent au Mediarmat de diversification et donc l'article souligne bien que tous ces titres se sont mis à faire des festivals, de faire de l'événementiel et que souvent il faut utiliser quand même, on parle de marques fortes, on parle du Point, de l'Obs, de l'Express, donc qui ont quand même une carte à jouer de ce côté-là. Alors j'ai dit que ça a baissé, je tiens quand même à dire que le Point et l'Obs se maintiennent ou quand même progressent légèrement en termes de diffusion malgré tout. Donc voilà, un article à retrouver dans Le Monde, je mettrai évidemment le lien dans les notes de cette pastille actu. Je l'ai dit, on va parler d'IA, c'est le grand sujet depuis le début de l'année. À noter que ce jeudi, un épisode de Mediarama sortira spécial sur l'IA avec Olivier Martinez. Mais il y a effectivement, pour le coup, plein de news. Une news intéressante pour commencer,
une annonce d'Axel Springer, le groupe de presse allemand bien connu, qui annonce, alors le titre en disant remplace des journalistes par une IA, c'est un peu racoleur. En tout cas, ils envisagent une réduction d'effectifs, puisqu'il y a sur certains postes, effectivement, ils ont réalisé qu'en utilisant l'IA, il y a moyen de faire des gains de productivité, de faire une meilleure agrégation d'informations par l'IA que par des journalistes. Donc la maison qui a les titres allemands comme le Bild ou Die Welt, qui veulent devenir d'ailleurs une entreprise de médias purement numérique, hein, ils sont vraiment dans une transition clairement vers le numérique, se couper du papier. Voilà, ils annoncent les suppressions vont venir parce que c'est redondant, il y a des emplois qui sont redondants, qui pourraient être automatisés. Et donc derrière la déclaration du PDG Matthias Döpfner, l'intelligence artificielle a le potentiel de rendre le journalisme indépendant meilleur qu'il ne l'a jamais été, dans une lettre envoyée aux employés. Cyril, toi qui es journaliste, qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est la concrétisation d'un certain nombre de choses qu'on peut lire et de craintes qu'on peut lire depuis plusieurs années. On a beaucoup entendu l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle ne remplacerait pas les journalistes, elle permettrait de leur libérer du temps pour faire de l'enquête et être plus approfondie, aller vers de la meilleure qualité. Voilà ce qu'on entendait, et c'était un son de cloche plutôt rassurant. Tout le monde avait envie d'entendre ça. La réalité, c'est que non, ça sert aussi à licencier, à faire des économies d'échelle, à employer moins de gens. Alors, est-ce que c'est mal pour autant ? Pas forcément. Je veux dire, il y a une réalité, c'est celle de la charge trop lourde des médias par rapport à leurs revenus. Donc ça, c'est une réalité, on le voit partout. Il y a une autre réalité qui est celle qu'à un moment donné, si on n'est pas capable de faire mieux qu'une machine, eh bien effectivement, on se met en difficulté économique soi-même. Mais la réalité aussi, c'est que cette IA va avoir des conséquences en termes d'emploi, soyons très clairs, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que si ça permet effectivement d'embaucher plus de journalistes pour faire des choses qui ont de la valeur humaine, journalistique, très bien. Si c'est juste pour faire la même chose en employant moins de gens, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, c'est en soi, ça peut être le meilleur comme le pire. Tout va dépendre de la manière dont ça va être appliqué. Mais en tout cas, fin de l'utopie selon laquelle il y a pas de souci sur l'emploi. En fait, il y a quand même eu toujours une question de rentabilité derrière cette idée-là. Exactement. Robin, tu regardes un peu forcément aussi ces sujets d'IA. Je ne vais pas rentrer dans le cliché, mais on a tous, suite à l'annonce début décembre 2022 de ChatGPT, une espèce de grand tremblement de terre. Alors, ce qui est rigolo, parce que c'est des choses qui existaient, qui étaient là. On a déjà parlé de syllabes, on a déjà parlé d'IA, on a parlé de plein de choses là-dessus, mais on sent là que les gens, d'un coup, ont réalisé que c'était là et que ça allait être en production rapidement. Cette annonce, elle te fait réagir ? Ouais, il y a plein de choses intéressantes. Après, il faut voir aussi, pareil, tu le dis, on est depuis le début de l'année un peu abreuvé de tous les côtés par l'intelligence artificielle, mais il y a plein de choses qui doivent arriver encore, mais dans le cadre législatif, comment aussi, que ce soit dans la génération de texte ou la génération d'images, mais comment est-ce qu'on gère tout ça et concrètement, en fait, aujourd'hui, toutes ces personnes qui vont être remplacées par une intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle fera le taf ? Est-ce que ChatGPT sera pas mis en danger, par exemple, parce que Google va décider de ne pas favoriser dans le référencement le texte généré par ChatGPT, par exemple ? Comment réagiraient ensuite les médias suite à ça ? Enfin, c'est encore très court terme. Ça fait un peu comme le Web 3 il y a pas si longtemps que ça, où la bulle là et plein de mouvements sont en train d'arriver, mais on n'a pas encore statué. Et même sur le Web 3, il y a encore plein de choses qui restent à statuer. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent très rapidement, mais à voir aussi comment ça va prolonger. En effet, si ça se traduit effectivement par des embauches de journalistes sur des postes à plus haute valeur ajoutée, ou si simplement c'est pour couper dans les coûts. Et si c'est simplement une raison de dire on emploie moins parce qu'on a trouvé une solution miracle, quoi. Exactement, ça fait penser à cette bulle et peut-être que ça retombera et puis le temps de trouver les bons use cases. Bon, là, on a quand même l'impression qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place assez facilement, qui ont du sens et que sur des articles à faible valeur ajoutée, l'utilisation d'un robot, elle a un intérêt économique, tout du moins. Je me mets à la place des actionnaires, etc. Et donc là, l'idée, c'est bien ça, c'est de se dire,
bon bah voilà, les journalistes, ils vont se concentrer sur les enquêtes, sur l'investigation, sur du scoop, et il y a quand même toute une partie de nos articles où ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et c'est là des solutions qui sont assez simples à mettre en place. Donc autant c'est vrai que sur le Web3, tu te dis, oh, il y a eu une espèce de buzz, et puis au final, putain, c'était quoi les use cases réels qu'on pouvait pas faire avant, qui nécessitaient les Web3, c'était assez flat, il n'y avait pas grand-chose. Là, on se dit quand même que il suffit de brancher une API et puis ça marche, c'est là. Donc je vois l'analogie, mais je sais pas si ça va retomber ou si on n'aura pas des use cases rapidement. En tout cas, on va suivre ça évidemment de près. C'est pas les seuls, hein. Chez Axel Springer, au UK, il y a le Daily Mirror, le Daily Express qui sont aussi en train de réfléchir, d'explorer les usages de l'IA. Ils ont mis en place des groupes de travail. Je sens aussi là dans le marché français que ça frémit. C'est le moment, je pense, pour les éditeurs de réfléchir, hein, de mettre en place ces groupes de travail, une réflexion sur qu'est-ce que ça va changer, comment on s'organise. Je pense, moi, que ça va avoir des gros impacts, donc il faut pas laisser le train passer. Je pense que il y aura une prime à ceux qui l'auront anticipé. Un autre exemple sur l'IA, alors là, pas pour la techno, mais sur un média qui l'anticipe, qui l'embrasse, entre guillemets, le Financial Times, qui donc a recruté, nommé plutôt une éditrice dédiée à l'IA. C'est une première mondiale, elle s'appelle Madhumita Murgia. C'est un article du Nieman Lab qui l'interview et qui explique un peu son rôle. Mais donc voilà, il y a quelqu'un dans l'équipe des éditeurs, hein, donc un rôle important, qui est référent en charge de l'IA. Et de la même manière, je trouvais un peu cette analogie, mais alors Robin, toi tu t'en souviens pas, t'es trop jeune, mais dans les médias, en fait, à l'arrivée d'Internet et digital, il y avait un Chief Digital Officer. Après, ça s'est diffusé tellement dans toutes les entreprises qu'il n'y a plus ce rôle-là parce que le numérique est partout maintenant dans les médias. Mais voilà, avoir quelqu'un de référent sur ce sujet, je trouve que c'est un bon signal dans les médias. Qu'est-ce que cette nomination, ça Ouais, c'est très malin de la part du Financial Times de le marketer comme ça. Je pense pas que ça soit le premier média qui embauche, qui spécialise entre guillemets un de ses éditeurs sur la question. Après, effectivement, ils sont très forts pour en faire un espèce de vecteur d'innovation à l'externe, et c'est très bien. Après, effectivement, ça va tellement vite et ça demande tellement d'attention que c'est pas idiot, évidemment, de spécialiser des journalistes techno. J'ai vu son profil, elle a un profil plutôt techno à la base, c'est logique, de prendre du temps pour regarder ce qui se fait et d'y passer du temps. Enfin, voilà, ça me semble évident, et je pense que dans beaucoup de rédactions, c'est déjà le cas. En France comme ailleurs, il y a des gens qui sont spécialisés sur les techno. Aujourd'hui, ils passent beaucoup plus de temps qu'avant parce que ça va avoir des conséquences, ça commence à avoir des conséquences, mais c'est que le début. Pour moi, c'est vraiment, personne ne s'y trompe. Quand on interroge les éditeurs, ils le voient bien comme ça. Et donc, les différentes études de Reuters le prouvent. Autant il peut y avoir une forme de réserve, voire de scepticisme sur le Web3, autant sur l'intelligence artificielle, il n'y a pas de doute pour la plupart des gens, des éditeurs, ça va révolutionner le métier. Ouais. Robin, toi, ce rôle, alors pour répondre à Cyril, alors ce qu'ils disent, alors bien sûr c'est du marketing, c'est que là pour la première fois c'est pas juste un journaliste spécialisé, c'est un éditeur, donc c'est global, ça va être dans toute la salle, dans toute la newsroom, où ça pourra être inspiré l'IA. Encore une fois, effet d'annonce, bel article, bien joué, je le reconnais, mais ça montre quand même le côté, ça y est, on s'en empare, c'est plus dans une rubrique où on a un article, l'IA peut potentiellement être partout. Oui, et puis c'est une bonne démarche quand même d'insuffler ça petit à petit dans les équipes et d'explorer ça de façon transverse. Mais ce que tu disais juste avant sur le Daily Mirror et Daily Express, mais de faire des groupes de travail où on étudie vraiment l'impact que ça pourrait avoir au sein de l'organisation, et puis surtout aussi on flague les limites et les dangers potentiels de la technologie. Donc c'est beaucoup plus réfléchi et c'est intelligent de faire ça. Donc je pense qu'il y aura d'autres initiatives comme ça. On sera content de les relayer. Si vous mettez en place des groupes de travail, si vous avez des réflexions sur ces sujets-là, ça nous intéresse. Je me dis, Arman, n'hésitez pas à nous en parler. On reste un peu dans la techno. Donc un article de la Revue des médias, de Mathieu Deslandes, qu'on a déjà eu aussi à ce micro, qui revient sur la création de l'algorithme de recommandation de Radio France. Laurent Frisch nous avait également parlé. Et c'est assez rigolo. Il raconte un peu la genèse. Est-ce que Robin, tu as lu cet article et tu veux nous en dire un petit peu plus?
Ouais, alors c'est un projet sur lequel il travaille depuis un moment maintenant et qui est de faire un algorithme de recommandation, mais à contre-pied un peu de ce qui se fait normalement, c'est-à-dire un algorithme où l'objectif va pas être le nombre de clics sur les contenus recommandés. Donc la notion de performance est différente de celle qu'on pourrait avoir dans des médias privés. Là, avec le service public, l'accent a vraiment été mis sur la découvrabilité et essayer de faire sortir et éviter à tout prix cette bulle dans laquelle on s'enferme que ce soit sur les réseaux sociaux ou peut-être d'autres médias. Et l'idée, là, c'est vraiment de sortir de là et de trouver des contenus, il le dit explicitement dans l'article, mais trouver des contenus sur lesquels on ne va pas cliquer dans l'instant, mais qui vont nous planter une graine dans le cerveau et on va y revenir peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, quand on sera intéressé sur le sujet et on y repensera ou autre. Donc, je trouve la démarche qui est vraiment très bien parce qu'en plus, niveau méthodologie, c'est bien détaillé dans l'article, mais c'était quelque chose qui a été très transverse et fait avec le plus grand des soins. Maintenant, je suis très curieux. J'ai pas pu, moi, personnellement, l'expérimenter. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu. Je vais pas forcément sur les environnements, l'écosystème Radio France. Mais très curieux d'avoir après, peut-être, j'imagine, ils vont documenter aussi avec des rapports, peut-être les conclusions de cet algorithme et comment il réagit face aux consommations des utilisateurs, sachant que eux, ils ont aussi quand même une énorme base de nombre d'heures d'écoute chaque jour qui s'ajoute sur leur... C'était combien d'heures dans l'article? Je crois que c'est 60 heures par jour qui s'ajoutent dans leur base de données. Donc, Ouais, il y c'est a ça. vraiment une logique de recirculation et de ce qu'ils ont déjà, mais de ce qui arrive tous les jours aussi. Donc, trouver le meilleur algorithme qui fait tout recirculer, qui revalorise les bons contenus et qui en même temps fait sortir des bulles et qui fait découvrir des nouveaux thèmes. Donc, c'est un énorme défi. Et j'ai l'impression que, en tout cas, ça a été fait avec une très bonne méthodologie. C'est effectivement intéressant et c'est unique quelque part, hein, puisque c'est aussi la beauté du service public, c'est décorréler ce truc de performance, la vraie découvrabilité, de la qualité des contenus, même s'ils ne sont pas ceux qui rapportent le plus. Donc c'est quand même hyper intéressant. Ça peut paraître facile hein, d'un point de vue business. Nous qui sommes dans le privé, on sait que voilà, on en parlait plutôt des problèmes de modèle économique, mais voilà, on a la chance quand même d'avoir ce service public et de cette initiative intéressante à suivre. Peut-être que Laurent Frisch pourra revenir en reparler. Et ce que je trouvais assez, j'avais noté qui était plutôt rigolo, petite anecdote qui est soulevée dans l'article, c'est que l'algorithme est aussi un merveilleux outil de diplomatie interne, un bouc émissaire tout désigné quand un producteur se plaint d'être mal placé. C'est évidemment malin, ça doit un peu apaiser des tensions sur la mise en avant de certains programmes. C'est la faute de l'algo. Donc un super article, la revue des médias, pareil, je mettrai le lien. Et enfin, dernière news, Cyril, je vais peut-être te laisser la parole. Tu voulais nous parler de l'exposition des super diffuseurs de désinformation sur Twitter, depuis l'arrivée notamment de monsieur Elon Musk. Décidément, on parle de lui tout le temps. Ouais, c'est l'art de savoir faire parler de lui quand même. Ah oui, il est quand même très égocentré, on va dire, pour le moins. Une étude est parue récemment qui quantifie en réalité ce qu'on présupposait depuis un moment, c'est-à-dire que Elon Musk s'appuie beaucoup utilise beaucoup Twitter pour diffuser ses propres idées et valoriser, donner de la voix au groupe qui favorise. Donc là, une étude de Science Feedback a étudié 13 000 URL de désinformation vérifiées par l'International Fact-Checking Network. Donc, sur ces 13 000 URL, il a constaté que depuis l'arrivée de Elon Musk, il y avait eu 42% d'interactions et d'engagement supplémentaires suite à son arrivée. Donc, on peut le quantifier clairement aujourd'hui. Alors, c'est quoi les super diffuseurs, peut-être? Les super diffuseurs de désinformation, c'est donc le fameux fact-checking network, International Fact-Checking Network, enregistre un certain nombre de sites complotistes, anti-vax, ceux qui, vous savez, nient la réalité de l'élection. On parle d'élections truquées quand il s'agit d'élections américaines, avec différents types de complotisme. Tous ces sites, ces URL qui se répandent, parmi eux, il y en a certains qui sont particulièrement puissants, et donc ces super diffuseurs, c'est 490 sites à peu près. Selon le fameux International Fact-Checking Network. Et donc, sur cette masse-là, 42%, il y a eu 42% d'interactions supplémentaires depuis le rachat de Twitter par Elon Musk.
Donc là, on peut quantifier ce qu'on présupposait. C'est vraiment la validation d'une impression qu'on avait. Ah bah, depuis qu'il a racheté, on a plus de désinformation sur notre fil. Bah oui, on peut le voir, c'est quantifié, c'est 42%. Et il y participe lui-même personnellement. Hein. Oui. J'ai un article de Next Impact qui parle de cette étude, hein, qui a été pas mal reprise. Donc lui-même, Elon Musk, sur son compte perso, en fait, participe 4 des 5 comptes qui ont gagné le plus d'influence ont reçu des réponses du compte personnel d'Elon Musk à au moins un de leurs 10 meilleurs tweets. Donc, alors c'est un faiseur de roi ou des faiseurs de roi, mais en tout cas est troll en chef quand même, disons-le. Mais quand il intervient, quand il porte quelque chose, ça a un impact immédiat. Bah, il y a 140 millions, plus de 140 millions de followers, hein, Elon Musk. Donc, c'est un petit impact, ouais. Presque la moitié des utilisateurs totaux de Twitter. Donc, oui, évidemment, c'est un impact. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce que je suis quand même un peu inquiet, mais son offre d'abonnement Twitter Blue est un four. C'est un échec cuisant. Il a réuni 300 000 abonnés, soit 0,1% des utilisateurs, qui représentent moins de 30 millions de dollars par an, soit moins de 1% des revenus de Twitter. Alors, à moins de 1%, ouais, donc c'est pas beaucoup, mais est-ce que ça avait vocation à être beaucoup, beaucoup plus? Il a coupé pour se faire pas mal de revenus publicitaires. Donc, je pense que le compte n'y est pas. Donc, je pense qu'il va c'est peut-être quelque chose qui va militer pour qu'il arrête de faire joujou un peu avec Twitter. Là, ça lui coûte très cher. Ça risque de lui coûter très cher. Combien de temps il va jouer avec sa danseuse? Je ne sais pas. Mais manifestement, sa dernière option business n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Une danseuse à 44 milliards de dollars, rappelons-le. Robin, ça t'inspire un peu Elon Musk? Non, on en avait parlé déjà sur le bilan de l'année dernière avec le rachat. C'est vraiment un laboratoire d'expérimentation actuellement et voilà quoi, avec les résultats qu'on découvre là, mais à voir du coup quelles conséquences ça va avoir sur les autres réseaux. Il y a Facebook qui Meta qui songe à lancer aussi son offre d'abonnement, TikTok qui va aussi peut-être mettre un paywall. Est-ce que ça va lancer une tendance de fond sur les réseaux sociaux payants? C'est assez intéressant, effectivement, tu as raison. C'est comme s'il avait cassé un tabou de se dire, voilà, les grands réseaux sociaux doivent être gratuits. C'était un des grands arguments de Facebook, hein, son lancement. Facebook est gratuit, il sera toujours. Alors, ils te disent que ça l'est toujours, mais bon, si tu payes, tu seras plus visible, etc. Je sais pas, dans ce truc quand même, nous on regarde quand même beaucoup ensemble les signaux faibles, on voit quand même qu'il y a cette fatigue un peu de l'abonnement. Est-ce que les gens seront prêts à payer? A priori sur Twitter, non. Voir maintenant sur les autres. Moi, je pense que j'étais assez surpris de la formule qu'il a employée pour Twitter Blue. Il y a certaines choses qu'il aurait pu faire payer en B2B. Je pense aux listes. J'aurais été le premier navré parce que j'utilise beaucoup les listes Twitter, mais en tant que professionnel, c'est sûr qu'il y a un intérêt réel et pour lequel je suis prêt à payer. Les listes, les recherches avancées, il y a un certain nombre de choses qu'il aurait pu faire payer en B2B sans pour autant toucher à la partie gratuite du grand public. Encore une fois, c'est toujours la même chose sur l'abonnement. On retrouve la question de qui est prêt à payer et combien. Il ne faut pas se perdre la masse de publicitaires au bénéfice de quelques-uns qui vont accepter. Donc, c'est vraiment une question aussi de qui on adresse. Donc, de data, du ciblage et de l'offre. Et là, je pense qu'il a raté son offre. Ce n'est pas que je sois forcément contre faire payer certaines choses, mais à mon avis, il a raté son offre. Voilà, la sanction est tombée de Cyril Franck. Il a raté son offre. Tu as raison, et on suivra ça. C'est évidemment pas fini. Par contre, ce qui est fini, c'est cette pastille pour aujourd'hui. Merci, messieurs, pour votre participation. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on souhaite un bon anniversaire à Lila, qui nous a aidé à préparer l'épisode et qui est une des personnes derrière Mediarama qui nous aide beaucoup. Donc, bon anniversaire, chère Lila. Merci. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.